Bonjour, bienvenue à la conférence sur le droit disciplinaire et les règles à respecter. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin et vous êtes 97 participants. Nous allons vous présenter en détail la faute commise, le choix de la sanction, la procédure disciplinaire, les salariés protégés et le règlement intérieur. Sachez que pendant la conférence, vous avez la possibilité de nous poser vos questions par chat via la fenêtre qui s'est ouverte sur votre écran. Agathe Kilbé, la conférencière, y répondra à la fin de la conférence. Avant de lui laisser la parole, je vais vous présenter en quelques minutes Jury Travail Entreprise. Donc, Jury Travail Entreprise, c'est un accompagnement juridique au quotidien dédié aux dirigeants d'entreprise. Nous sommes le premier site d'information juridique avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. Une équipe de 30 juristes et avocats vous explique vos droits et vos obligations au quotidien. Il s'appuie également sur un réseau de plus de 100 experts qui vous conseillent dans vos obligations et vos devoirs face aux salariés. Nous avons 10 années d'expérience dans l'accompagnement des entreprises et comités d'entreprise. Nous sommes 150 collaborateurs et aujourd'hui, 120 000 entreprises nous font confiance. Je vais donc laisser la parole à Agathe Kilbé, donc juriste en droit social. Elle va vous présenter en détail le pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un aspect pas très agréable de la vie sociale dans l'entreprise qui est le droit disciplinaire. La discipline fait partie intégrante de la vie de l'entreprise et aucun employeur ni aucun salarié ne peut s'y soustraire. Pour autant, même si elle est importante, elle n'est pas un acte anodin et mal administrée, elle peut se retourner contre l'employeur. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de mise en œuvre du droit disciplinaire dans l'entreprise. L'employeur tient son pouvoir disciplinaire du Code du travail et comme tout pouvoir, l'employeur a des droits mais aussi des obligations. Donc lorsque l'employeur envisage de sanctionner un salarié, voici les questions qui doivent être posées. Tout d'abord, quelle faute a été commise? Ça sera l'objet de notre première partie. Ensuite, le choix de la sanction. Ça sera l'objet de la deuxième partie. La procédure disciplinaire à mettre en œuvre qui varie évidemment en fonction de la sanction choisie. Ensuite, nous aborderons la question des salariés protégés, puisque certains salariés bénéficient d'une protection légale. Enfin, nous verrons le règlement intérieur et pour finir, les sanctions qui s'appliquent en cas de non-respect des différentes règles que nous verrons. Tout d'abord, la faute commise, qui va aborder donc les faits sanctionnables et également les fondements de la sanction. Donc, premier point, pour la mise en œuvre du droit disciplinaire, il faut évidemment qu'une faute ait été commise par le salarié. Qu'est-ce qu'une faute? Une faute est un agissement considéré comme fautif par l'employeur, c'est-à-dire un manquement aux obligations contractuelles et légales, donc par exemple des absences injustifiées, des erreurs volontaires dans l'exécution de la mission, de l'insubordination, mais c'est également un manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté, puisque le salarié est également tenu d'une obligation de bonne foi envers son employeur, c'est-à-dire par exemple ne pas fournir d'informations confidentielles à un concurrent ou supprimer volontairement des données. Donc ça ne repose sur aucune règle légale, mais c'est simplement un respect et une loyauté envers son employeur. Donc c'est une exécution anormale de la relation contractuelle. Alors, les différentes fautes qui peuvent être retenues contre le salarié. Donc on distingue la faute simple, qui est une faute qui certes est un peu grave, mais n'a pas non plus un caractère de gravité suffisant pour imposer la cessation immédiate de la relation de travail. Elle justifie néanmoins une sanction disciplinaire. Il y a également la faute grave qui, celle-ci, résulte d'un ensemble de faits imputables aux salariés et qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis si un licenciement est envisagé. Enfin, il y a la faute lourde qui, celle-ci, nécessite une intention de nuire de la part du salarié, c'est-à-dire que vous ne pourrez la mettre en œuvre que si on peut relever que le salarié a vraiment voulu causer un tort à l'employeur, donc par exemple un vol suffisamment grave, une destruction de matériel mettant l'employeur dans une difficulté importante. Donc parmi ces fautes, on va distinguer les fautes disciplinaires, qui est un manquement aux règles de discipline de l'entreprise, des fautes professionnelles, qui sont une inexécution fautive
ou défectueuse du travail. J'attire votre attention sur le fait que l'insuffisance professionnelle, mais également l'insuffisance de résultats ne sont pas des fautes et ne peuvent pas donner lieu à sanction. Un salarié qui n'atteint pas ses objectifs ne peut pas être sanctionné pour cela. Donc, la règle enfreinte, puisque bien évidemment, vous ne pouvez pas retenir n'importe quoi contre votre salarié. En fait, on ne peut le sanctionner que s'il enfreint une règle qui lui est opposable. Donc cette règle va trouver son fondement tout d'abord dans le contrat de travail, mais ça peut aussi être dans le règlement intérieur de l'entreprise, dans la convention collective et enfin dans la loi et les règlements. Bien évidemment, s'agissant du contrat de travail et du règlement intérieur, ils ne pourront être opposables aux salariés qu'autant qu'ils sont conformes aux lois et aux règlements. Donc, par exemple, la mise en œuvre d'une clause de mobilité ou une clause de résultat ou le non-respect, par exemple, de l'utilisation du véhicule d'entreprise ne pourra être opposé aux salariés que si la clause est conforme aux prescriptions légales. Très important, certains faits ne peuvent pas donner lieu à sanction. Tout d'abord, c'est évidemment l'exercice de ces droits par le salarié. Donc, par exemple, les droits de grève, le droit d'expression, quand ils sont mis en œuvre dans les conditions légales. L'exercice du droit syndical également et des activités syndicales. La participation à une manifestation publique aussi, entre autres, et les activités mutualistes, voilà, à titre d'exemple. Les faits tirés d'un motif discriminatoire. Donc ce sont les grands principes. On ne peut pas sanctionner un salarié sur un fondement tiré de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation, de son identité sexuelle, de ses convictions religieuses, de son apparence physique. Ensuite, un fait tiré de la vie personnelle. Par exemple, un salarié qui a été mis en garde à vue pendant le week-end pour une bagarre en bar le samedi soir ne peut pas être sanctionné pour cela. Par contre, effectivement, un salarié qui a besoin de son permis de conduire pour travailler, qui a une annulation du permis de conduire pour 3 ans, par exemple, une sanction pourrait être envisagée si c'était commis intentionnellement, par exemple. Évidemment, c'est au cas par cas. Également, on ne peut pas sanctionner un salarié qui s'est opposé à des faits de harcèlement moral ou sexuel, par exemple en invoquant une insubordination face à des faits de harcèlement. Et enfin, on ne peut pas sanctionner un salarié qui a déjà été sanctionné une première fois en l'absence d'éléments nouveaux. Je reviens juste sur la slide précédente pour vous présenter des exemples de fautes selon leur typologie. Donc par exemple, pour un abandon de poste, on peut voir qu'un salarié qui abandonne un poste pour consulter un médecin ne commet pas une faute. En revanche, un salarié ouvrier par exemple qui abandonne son poste, qui entraîne l'arrêt d'une machine, une faute simple pourrait être retenue contre lui. En revanche, un responsable qui abandonne son poste avec un arrêt total de la production sera coupable d'une faute grave. Donc ça, ce sont des exemples de fautes, parmi donc par exemple la dénonciation de faits de harcèlement. Donc ça, ce n'est pas une faute. Par contre, la mise en doute par voie de presse des capacités de gestionnaire de son employeur est une faute grave. Et enfin, le détournement de clientèle par une secrétaire médicale vers les autres médecins du cabinet est passible d'une faute lourde. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Enfin, sur cette partie-là, les délais de prescription. Très important, puisque seules les fautes portées à la connaissance de l'employeur depuis moins de 2 mois peuvent être sanctionnées. Il convient donc d'être très vigilant sur le délai, puisque si une faute a été commise début décembre, elle n'est plus sanctionnable depuis, on va dire, le début de la semaine. Voilà. Donc, il faut réagir très très vite. En revanche, le délai est interrompu soit par la remise de l'avertissement au salarié, ou bien par la remise de la convocation à un entretien préalable, donc ça c'est la position de la Cour de cassation, ou par la tenue même de l'entretien, et ça c'est la position de l'administration. Donc 2 positions diverses, mais dans tous les cas,
le délai est interrompu par l'engagement de la procédure disciplinaire. Petite précision également, que le salarié soit incarcéré, à titre d'exemple, en arrêt maladie ou en congé par exemple, n'est pas de nature à suspendre le délai. C'est-à-dire que si vous envisagez des sanctions disciplinaires contre un salarié qui vient de se mettre en arrêt maladie, vous devez continuer la procédure, sinon le délai risque de s'écouler. Nous allons aborder le deuxième point qui est le choix de la sanction devant bien évidemment respecter le principe de proportionnalité, et enfin nous verrons les sanctions autorisées et les sanctions interdites. Donc une sanction, qu'est-ce que c'est? C'est toute mesure écrite ou orale prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif bien évidemment, et surtout affectant immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Elle doit donc avoir un impact sur le salarié. Donc le plus souvent, nous avons l'avertissement, le blâme pour une sanction légère, la mise à pied à titre disciplinaire, la rétrogradation et la mutation, et également le licenciement pour faute. Les sanctions interdites sont des sanctions pécuniaires, donc on ne peut pas faire de retenue sur salaire notamment ou supprimer les primes d'un salarié pour le punir. Et quand une entreprise est dotée d'un règlement intérieur, on ne peut pas appliquer une sanction qui n'est pas prévue dans ce règlement. Je voudrais faire une petite distinction sur la mise à pied à titre disciplinaire et la mise à pied à titre conservatoire, qui celle-ci est une mesure d'attente, ce n'est pas une sanction. Donc, par exemple, vous envisagez un licenciement pour faute grave, le salarié ne peut absolument pas être maintenu dans l'entreprise, vous appliquez une mise à pied à titre conservatoire. Voilà, donc c'est vraiment une mesure faite pour éloigner le salarié fautif le temps du déroulé de la procédure, et elle prend fin lorsque la procédure est terminée. Donc la mise à pied à titre disciplinaire, pour revenir rapidement sur celle-ci, est une sanction qui suspend le contrat de travail du salarié. Celui-ci n'est pas autorisé à venir travailler et n'est donc pas payé. Elle est notifiée donc dans des délais que nous verrons plus tard lors de la partie sur la procédure, et elle peut être effectuée en une ou plusieurs fois. Par rapport à des questionnements que nous recevons souvent, lorsqu'un employé envoie son arrêt de travail concomitamment à une mise à pied disciplinaire, le motif d'absence qui va s'imposer va être celui qui aura été notifié en premier. Donc si votre salarié vous informe de son arrêt de maladie avant la mise en œuvre de la notification de la sanction disciplinaire, c'est l'arrêt maladie qui va s'imposer. Si il vous envoie son arrêt maladie après la notification de la mise à pied, c'est la mise à pied qui va dominer, et dans ce cas-là, le salarié ne bénéficiera pas d'un éventuel maintien de salaire. En revanche, il touchera les indemnités journalières de sécurité sociale. Et si jamais c'est le même jour, dans ce cas-là, si l'employeur a des éléments de preuve concernant l'heure, on va dire, à laquelle la mise à pied a été donnée, vous pouvez appliquer le second principe vu, c'est-à-dire la mise à pied avant l'arrêt maladie. S'agissant de la mutation et de la rétrogradation, en gros, c'est impacter le contrat de travail du salarié, puisque la mutation, vous le déplacez, et la rétrogradation, vous lui retirez des responsabilités et de l'échelon. Enfin, les sanctions interdites, donc ça je l'ai déjà dit, sanctions pécuniaires et sanctions non prévues dans le règlement intérieur. Les fondements de la sanction, très importants, donc loi et règlement, la convention collective, règlement intérieur et note de service, et bien évidemment le contrat de travail. Alors, comment vous allez choisir la sanction disciplinaire? Tout d'abord, vous avez plusieurs critères à disposition. Par exemple, vous avez donc l'ancienneté du salarié. Un salarié qui a 20 ans d'ancienneté, qui a toujours eu un parcours exemplaire et qui un jour se rebelle contre son chef d'entreprise, n'aura pas la même sanction qu'une personne qui est là depuis un an.
Également, vous pouvez vous appuyer sur l'existence ou non de reproches antérieurs. La fréquence des faits fautifs dans l'entreprise, s'il y a plusieurs actes de rébellion, les sanctions seront plus lourdes. Vous pouvez vous appuyer également sur les conséquences de l'agissement incriminé, les conditions particulières de travail. Des salariés soumis à une forte pression seront plus enclins à des débordements d'humeur que des salariés qui n'ont pas vraiment de stress au travail. Et enfin, aux relations dans l'entreprise, sont-elles tendues, critiques ou est-ce que tout va bien? Donc, nous allons aborder maintenant le cœur de la procédure disciplinaire, donc les mises en œuvre des règles. Donc, tout d'abord, pour des sanctions simples, type avertissement, blâme, la sanction est très simple, c'est une sanction écrite, remise en main propre contre décharge aux salariés ou bien envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier est bien évidemment inséré dans le dossier du salarié. S'agissant du contenu même du courrier, il devra contenir un énoncé des faits reprochés au salarié, la sanction disciplinaire qui sera retenue et évidemment sa motivation. Très important, le courrier devra être signé par l'employeur ou son représentant habilité à le représenter. Attention toutefois, si l'avertissement est un préalable à un licenciement, par exemple au bout de 3 avertissements, il faudra observer la procédure pour les fautes lourdes que nous allons voir de suite. Donc, la procédure pour les fautes lourdes hors licenciement, très important, se déroule en 3 parties. Tout d'abord, il convient, alors ça c'est la procédure minimale prévue par le Code du travail. Bien évidemment, référez-vous à votre règlement intérieur ou à la convention collective pour vérifier qu'il n'y a pas une procédure particulière qui est définie. Donc, dans la procédure définie par le Code du travail, le salarié doit être convoqué par écrit à un entretien préalable. Donc vous avez le contenu de la convocation, objet de la convocation, date, heure et lieu de l'entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister et éventuellement la prescription d'une mise à pied à titre conservatoire. Ensuite, l'entretien, donc au niveau des délais, on tiendra compte d'un délai raisonnable, donc délai d'expédition et le délai pour que le salarié ait le temps de se préparer à l'entretien. Le salarié pourra être assisté par un membre de l'entreprise uniquement et l'employeur pourra lui-même être assisté par un membre de la hiérarchie si le salarié est assisté. Donc il faut que les parties soient à égalité. À la suite de l'entretien, un courrier sera envoyé au salarié énonçant la sanction retenue, ses modalités d'application et surtout sa motivation. Le courrier devra être envoyé dans un délai de 2 jours après l'entretien et dans le mois suivant l'entretien. Donc faire très attention au délai de la sanction disciplinaire puisque ça entraînerait l'irrégularité de la sanction. S'agissant du licenciement pour faute, donc là par contre c'est une procédure disciplinaire, donc convocation écrite à un entretien préalable, donc objet de la convocation bien évidemment, la mention de l'éventualité d'un licenciement pour faute, y compris pour faute grave, date, heure et lieu de l'entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister, donc soit par un membre du personnel, soit par un assistant du salarié lorsqu'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise, et enfin la prescription d'une mise à pied à titre conservatoire. La tenue de l'entretien, donc celui-ci ne peut avoir lieu que 5 jours ouvrables après la première présentation de la lettre de convocation. Donc lorsque vous comptez les délais, n'hésitez pas à tenir à peu près 1 jour ou 2 de plus le temps que le salarié reçoive la présentation de la lettre. Donc voilà à peu près une bonne semaine. Le salarié est donc assisté par un membre de l'entreprise ou un conseiller et pareil pour l'employeur. Enfin, la lettre est envoyée, donc la sanction retenue, ses modalités d'application et sa motivation, et elle est envoyée dans les mêmes délais que pour la lettre de notification d'une mise à pied, c'est-à-dire 2 jours ouvrables après l'entretien et dans le mois suivant l'entretien.
Petite précision sur les assistants, enfin les personnes qui vont assister les parties à l'entretien à sanction, ce ne sont pas les avocats des personnes assistées. Elles sont là pour éclairer le débat et reformuler les explications de chacun. Donc ce n'est pas une arène de joute verbale. Donc, au niveau de la mutation et de la rétrogradation, une petite spécificité dans la procédure. Donc, on respecte bien évidemment la procédure qui a été évoquée précédemment, donc pour faute lourde hors licenciement. À la différence que s'agissant d'une modification du contrat de travail, le salarié doit accepter ou refuser cette sanction. Donc, il a un délai de 2 mois pour le faire à compter de la réception du courrier et il est recommandé à l'employeur de ne pas engager la sanction de suite, sinon il épuiserait son pouvoir disciplinaire. Donc si vous envisagez une mutation ou une rétrogradation, attendez la réponse du salarié pour l'appliquer. Si jamais il refuse, vous pourrez opter pour une autre sanction, par exemple un licenciement. Dans ce cas-là, il faudrait reprendre la procédure depuis le début, ou alors une mise à pied à titre disciplinaire, par exemple. S'agissant de la mise à pied, notamment, ça a un impact sur le contrat de travail puisque le salarié n'acquiert ni ancienneté ni congé payé durant cette mise à pied. Donc, faites bien attention lorsque vous appliquez des mises à pied à répercuter toutes les conséquences dans le dossier du salarié. Donc un petit récapitulatif des différentes sanctions. Donc avertissement, blâme, donc c'est une procédure écrite, on envoie un courrier, pas de conséquences dans l'immédiat, mais un cumul d'avertissements peut entraîner un licenciement. Donc veillez à observer ce point-là. La mise à pied à titre disciplinaire, c'est donc une procédure écrite avec un entretien préalable et ça entraîne une suspension du contrat de travail pendant une durée déterminée. Et enfin, la mutation et la rétrogradation qui entraînent donc une modification du contrat de travail soumise à son accord. Si le salarié conteste la sanction retenue, vous avez le choix, soit vous maintenez la sanction, soit vous prenez en compte ses remarques et vous adaptez la sanction en fonction du cas présenté. Les salariés protégés, très important également puisque vous ne pouvez pas faire n'importe quoi vis-à-vis de ces salariés. Donc qui sont-ils? Nous avons donc les salariés couverts par un mandat électoral, ou ceux qui ont été couverts, donc par exemple les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, les membres du CHSCT, également les salariés qui ont demandé l'organisation des élections professionnelles, les candidats aux fonctions de délégué du personnel et du membre du comité d'entreprise et les salariés dont l'imminence de la candidature aux fonctions électorales était connue de l'employeur. Donc les faits qui peuvent donner lieu à sanction. On a donc évidemment le classique exécution fautive de leur obligation contractuelle, mais vous pouvez également les sanctionner pour un exercice abusif du mandat. Donc, par exemple, une utilisation excessive de la messagerie de l'entreprise pour la distribution de tracts syndicaux, entre autres. Vous pouvez les sanctionner donc, par un avertissement, un blâme, une mise à pied à titre disciplinaire, un licenciement également. Par contre, en tant que salarié protégé, vous ne pouvez pas appliquer une mutation, une rétrogradation, même avec son accord. S'agissant de la procédure, très simple, donc une convocation, donc ça pour la procédure disciplinaire hors licenciement, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation administrative. Pour le licenciement, en revanche, il y a une procédure protectrice qui s'applique, donc la convocation à un entretien préalable, la tenue de l'entretien, donc du classique, la consultation du CE pour les membres qui sont listés sur le slide, donc notamment les membres du comité d'entreprise et délégués du personnel, membres du CHSCT, et à la suite de quoi il faudra demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Étape très importante puisque le licenciement ne sera nul si cette demande d'autorisation n'a pas été faite.
Si jamais vous prenez une mesure conservatoire, l'information devra être faite à l'inspecteur du travail dans des délais qui varient selon le mandat, donc je ne les aborderai pas ici. Petite précision également, la mise à pied à titre conservatoire ni la sanction disciplinaire d'une façon générale ne suspendent le mandat de représentants du personnel. Donc s'ils ne viennent pas travailler, ils pourront toujours se rendre dans l'entreprise en tant que représentants du personnel. Rapidement sur la durée de la protection, pour les représentants du personnel, c'est toute la durée du mandat. Une fois que le mandat est terminé, 6 mois à compter de l'expiration du mandat et les délégués syndicaux, 12 mois à compter de la fin de leur mandat s'ils ont exercé pendant au moins 1 an ou 6 mois en cas de CDD. Enfin, le règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur, évidemment, est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 20 salariés. En dessous de 20 salariés, vous n'êtes pas obligé de mettre en place un règlement intérieur, mais si vous le faites, il faut respecter la procédure. Le défaut de règlement intérieur, bien évidemment, pour les entreprises de moins de 20 salariés, ne rend pas impossible l'application d'une mise à pied à titre disciplinaire. Donc, au niveau de sa mise en place, c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement si celui-ci comporte au moins 20 salariés. S'il a moins de 20 salariés dans l'établissement mais qu'il a une particularité, on peut lui faire un règlement intérieur spécifique. Il doit être mis en place dans les 3 mois suivant la création de l'entreprise ou le dépassement du seuil. Il est rédigé par l'employeur uniquement. Il est en revanche soumis à consultation du CE et des délégués du personnel et du CHSCT pour les matières le concernant. Il est ensuite transmis avec l'avis du CE à l'inspecteur du travail et au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes. Et enfin, il est affiché dans l'entreprise. Il sera opposable aux salariés dans le mois qui suit la réalisation de la dernière formalité. Donc, le jour où vous envoyez votre information à l'inspecteur du travail, vous comptez un mois et le règlement intérieur entrera en vigueur. Au niveau du contenu, donc il y a des clauses obligatoires, donc des dispositions en matière d'hygiène, de sécurité, les dispositions relatives à la discipline, la nature et l'échelle des sanctions, attention puisque vous serez contraint par cette clause, les garanties procédurales, donc un rappel de la procédure disciplinaire, et la prévention et la répression du harcèlement moral et sexuel. Sur les clauses interdites, donc les clauses hors champ, c'est-à-dire tout ce qui concerne les congés payés, les primes, tout ce qui n'a rien à faire dans le règlement intérieur de l'entreprise, les clauses qui sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions, et les clauses contraires aux libertés individuelles et collectives, à l'exception de l'interdiction de fumer, de la possibilité de mettre en place des alcotests, les fouilles des salariés et les tenues de travail. Bien évidemment, elles devront être proportionnées à l'objectif visé. Enfin, les petits rappels des sanctions, si jamais vous ne respectez pas ces règles. Donc, l'absence de règlement intérieur, vous encourez une amende de 4e classe. Et également, si vous ne consultez pas les représentants du personnel, vous serez passible d'un délit d'entrave. Si jamais vous appliquez des sanctions injustifiées ou irrégulières en la forme, non seulement il y aura une annulation de la sanction, mais également vous pourrez être condamné à des dommages-intérêts aux salariés par rapport aux conséquences que cela lui aura causées. Enfin, la mise en œuvre de sanctions pécuniaires rend l'employeur passible d'une amende de 3 750 €. Voilà, donc une petite présentation rapide du droit disciplinaire dans l'entreprise. Vous pouvez maintenant me poser vos questions. Merci Agathe en tout cas pour toutes ces explications sur le pouvoir disciplinaire. Donc nous avons des questions. Donc question numéro 1. On entend toujours qu'il faut 2 avertissements avant d'entamer une procédure de licenciement. Qu'en est-il de cette affirmation? Alors effectivement, en fait, ça va dépendre du fait reproché. Évidemment, un salarié qui vole des biens, vous n'allez pas de suite, vous n'allez pas lui faire un avertissement. Ça peut aller directement au licenciement. En revanche, pour des faits
moins importants, comme par exemple une insubordination, 2 avertissements auparavant avant un licenciement ne semblent pas déraisonnables. Là encore, ça va dépendre de ce qui est prévu dans votre règlement intérieur ou dans la convention collective, si vous avez un règlement intérieur. Donc, si c'est prévu comme ça, il faut le respecter. S'il n'y a pas de règlement intérieur, puisque si vous n'y êtes pas soumis, ça va dépendre du fait reproché. Mais en général, en respectant le principe de proportionnalité, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de licencier un salarié sans l'avoir averti auparavant qu'il peut être passible de sanctions. Donc là, ça va vraiment dépendre du cas d'espèce. Selon la gravité de la faute, des avertissements préalables peuvent être plus adaptés que passer directement au licenciement. Très bien. Donc, question numéro 2. Dans les sanctions, il peut y avoir rétrogradation, ce qui entraîne une baisse de revenus. Donc, on peut assimiler ça à une sanction pécuniaire ou non. Alors, s'agissant de la rétrogradation, il y a énormément de jurisprudence. Normalement, non, ce n'est pas une sanction pécuniaire si on applique les règles de la nouvelle de son nouveau poste. Donc, on le change d'échelon, il y a une baisse de la rémunération, mais ce n'est pas ça la sanction, c'est la rétrogradation, on le remet à un échelon inférieur. Donc, si vous souhaitez, je vais pouvoir approfondir cette question, voir au niveau de la jurisprudence, mais la rétrogradation n'est pas assimilée à une sanction pécuniaire et c'est validé en termes de sanctions. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'accord du salarié. S'il le refuse, vous ne pourrez pas mettre en œuvre la rétrogradation. D'accord. Question suivante. Si le salarié ne souhaite pas prendre son avertissement contre décharge, que fait-on? Il faut lui adresser par lettre recommandée avec accusé réception. Tout simplement. D'accord. Donc, question suivante qui est assez longue. Bonjour, nous sommes globalement pas satisfaits d'un salarié, donc un cadre présent dans la société depuis un an, et nous souhaitons nous en séparer, mais il n'a pas commis de faute caractérisée qui pourrait justifier un licenciement pour faute lourde ou faute grave. À défaut, nous envisageons de le licencier pour insuffisance professionnelle. Sommes-nous obligés de passer par des sanctions disciplinaires intermédiaires comme l'avertissement ou la mise à pied pour pouvoir le licencier directement? Alors là, il va falloir distinguer, soit le salarié n'atteint pas ses objectifs parce que, on va dire, qu'il se tourne les pouces dans l'entreprise, qu'il ne travaille pas, et on va dire qu'il ne se donne pas. Dans ce cas-là, il y a une sorte de mauvaise foi de sa part et effectivement un avertissement pour lui rappeler qu'il est payé pour réaliser tels objectifs, que ces objectifs sont atteignables et qu'il doit donner son travail en contrepartie de son salaire. En revanche, si il a été recruté et que ses compétences finalement ne lui permettent pas d'atteindre ses objectifs, sans mauvaise foi de sa part, juste que voilà, il n'a pas l'expérience ou les compétences nécessaires, qu'il n'y a vraiment pas de mauvaise foi de sa part, là malheureusement les avertissements seraient totalement serait disproportionné et ça sera un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais il faut vraiment une mauvaise foi de la part du salarié dans l'exécution de son contrat de travail pour montrer que c'est pas qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs, c'est parce qu'il ne veut pas et qu'il est de mauvaise foi envers son employeur. Et là, effectivement, avertissement et éventuellement licenciement. Mais s'il n'y a pas de mauvaise foi, on ne peut pas le sanctionner pour ça. Merci pour cette réponse. Donc, question numéro 5. Les motifs doivent-ils être décrits lors de la remise du courrier en main propre pour mise à pied à titre conservatoire? Donc, ça serait la motivation de la mise à pied à titre conservatoire. Alors, normalement, la mise à pied à titre conservatoire est notifiée en même temps que la convocation. Et la convocation n'a pas à contenir les motifs. En fait, la mise à pied à titre conservatoire est justifiée dès lors que le salarié doit être éloigné. Et elle sera justifiée notamment par la sanction qui sera retenue. Si ça aboutit par exemple à un licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire est totalement justifiée.
Dans ce cas-là, il trouvera sa justification dans la sanction. Si finalement la procédure n'aboutit pas à une sanction ou alors à un avertissement, la mise à pied à titre conservatoire n'est pas totalement justifiée et dans ce cas-là, elle sera annulée rétroactivement. Mais sa motivation, en fait, n'existe que dans le courrier de notification de la sanction. Elle n'a pas à être justifiée, elle sera justifiée par la suite par la sanction. Mais ils n'ont pas à être décrits dans la remise du courrier aux salariés. Très bien. Question suivante. Peut-on licencier un employé pour consommation d'alcool sur le lieu de travail? Alors, c'est une question un peu épineuse, notamment à cause de jurisprudence récente. Alors là, c'était par rapport à la consommation de cannabis. Alors, tout d'abord, il faut que ce soit prévu dans le règlement intérieur. Alors, il peut être licencié, néanmoins, s'il s'avère qu'il est alcoolique. Les juges ont tendance à le considérer comme malade et dans ce cas-là, ça sera plus une mise en œuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude. Donc il faudrait l'envoyer chez le médecin du travail pour le faire soigner en quelque sorte. Ouais, la consommation d'alcool n'aboutit pas forcément à un licenciement. Il faudrait par exemple qu'il enfreigne une règle prévue dans le règlement intérieur. Donc par exemple des ouvriers qui boivent du vin le midi sur le chantier. Normalement c'est prévu dans le règlement intérieur, c'est interdit. Là ils peuvent être licenciés si on peut prouver qu'effectivement ils ont volontairement enfreint une règle en connaissance de cause. Si c'est un salarié alcoolique qui boit par exemple en cachette sur le lieu de travail parce qu'il se sent mal, il faudrait être très prudent et plutôt se tourner vers le médecin du travail. Très bien, merci Agathe pour cette réponse. Nous n'avons plus de questions, nous allons patienter quelques minutes. Ah, effectivement, une nouvelle question arrive, donc n'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes si vous avez des questions. Donc, nouvelle question. Un salarié mis à pied à titre conservatoire s'est présenté, mais il était en arrêt maladie. L'employeur a indiqué que le courrier a été envoyé, mais le salarié l'a reçu le lendemain pour le report de rendez-vous. Alors, la question est un petit peu épineuse, je pense. En courrier simple et courrier recommandé. La convocation était le 30, le courrier recommandé reçu le 31 janvier pour le report. L'employeur a-t-il le droit? Je pense que c'est une question de date, de... Alors, je vais juste attendre la version écrite. Alors, se présenter, mais il était en arrêt maladie. Qu'en fait, l'employeur a dit. Nous prenons le temps de relire la question, ne vous inquiétez pas. Courrier simple recommandé, convocation. Je pense que pour celle-là, je vais reprendre directement contact avec la personne parce que j'ai besoin de plus de précision pour mieux la comprendre. Je ne voudrais pas dire d'erreur. D'accord, pas de souci. Bon, en tout cas, la personne qui a posé cette question, nous reviendrons vers vous prochainement, effectivement, pour vous apporter des réponses et surtout avoir tout le contexte pour vous fournir une réponse précise. Donc, question suivante. Un cadre peut-il avoir un avertissement pour des retards intempestifs, mais mineurs, environ 10 à 15 minutes? Alors, oui, c'est possible de lui faire un avertissement. Après, il faut voir quelle est l'organisation de son temps de travail. S'il est libre de l'organisation de son temps de travail, il n'y a pas de retard. S'il est soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et qu'à chaque fois 10-15 minutes et que ça pose par exemple un problème à l'employeur d'un point de vue de l'organisation, qu'il est en retard aux réunions ou que ses équipes ne peuvent pas commencer à travailler sans lui, effectivement, un avertissement peut lui être adressé. En fait, à chaque fois, l'employeur, comme j'ai dit tout à l'heure, est libre d'apprécier la faute. Donc, s'il juge que pour lui, les faits commis sont fautifs, et qu'il peut le justifier, donc par exemple que ça lui cause un préjudice, dans ce cas-là, il est tout à fait libre de le sanctionner.
mais il faut qu'il puisse motiver sa décision. Alors, question suivante. Peut-on sanctionner par avertissement un salarié qui refuse de faire une tâche qui fait partie de son travail mais qui n'est pas clairement indiquée dans son contrat? Alors, là, c'est un peu délicat. Il faudrait pouvoir démontrer qu'effectivement, alors si ces tâches sont contractualisées dans son contrat, mais que c'est une tâche, on va dire, annexe, souvent c'est ce qui est prévu dans les clauses du contrat de travail, qu'on peut lui demander des tâches qui sont annexes, ça peut faire l'objet d'un avertissement. En revanche, si on lui demande de faire quelque chose qui est quand même décorrélé de ce pourquoi il était embauché, là l'avertissement n'est pas justifié. Très bien, donc question suivante. Quelle sanction pour un abandon de poste du salarié et sous combien de temps faut-il agir? Alors, pour la réponse, sous combien de temps faut-il agir? Vous avez 2 mois à compter du moment où vous avez connaissance de l'abandon de poste pour agir. Donc, c'est un délai qui s'écoule très rapidement. Au niveau de l'abandon de poste, je vais revenir donc sur une slide puisqu'il y avait plusieurs exemples. L'abandon de poste, en fait, ça va dépendre déjà du rôle du salarié. Évidemment, un cadre dirigeant, enfin peut-être pas un cadre dirigeant, mais un cadre qui a un rôle qui est responsable d'une équipe, son abandon de poste va être plus important qu'un ouvrier. Donc là, vous pouvez voir sur la slide, à la deuxième ligne donc de la faute grave, la non-reprise du travail 15 jours après l'expiration du congé est passible d'une faute grave. Alors qu'une absence non autorisée et non justifiée pendant 1 mois d'un ouvrier ou d'un salarié sans grande responsabilité est constitutive d'une faute simple. Alors que par exemple l'absence d'une semaine sans justificatif d'un salarié qui a 25 ans d'ancienneté et un comportement irréprochable n'est pas constitutif d'une faute. Donc là c'est vraiment un cas d'espèce, ça va dépendre donc de l'ancienneté du salarié, de son niveau de responsabilité, de son comportement antérieur. Et dans tous les cas, si vous décidez d'agir, c'est dans les 2 mois à compter du moment où vous avez connaissance de l'abandon de poste. D'accord. Donc, question suivante. Suite à la question sur l'alcool et la drogue, vous indiquez qu'il doit y avoir cela dans le règlement intérieur. Doit-on prévoir chaque cas particulier, dangereux ou illégal? Alors, idéalement, oui. Si dans votre entreprise, vous avez identifié des cas particuliers, donc par exemple, une entreprise de transport routier doit particulièrement prévoir les clauses sur la drogue, l'alcool au volant et les absents, enfin, la perte du permis, tandis qu'une entreprise où tout le travail se déroule en bureau, ces clauses seront moins justifiées. Mais dans l'idéal, dans le règlement intérieur, il faut prévoir les cas qui ont le plus de probabilité de se présenter. Mais oui, enfin les grands cas, drogue, alcool et substances, les drogues, l'alcool et oui, tout. Ouais, et il vaut mieux effectivement prévoir le plus de cas illégaux, surtout s'ils ont tendance à se présenter dans votre entreprise. Merci Agathe en tout cas pour toutes ces réponses. Nous allons donc clôturer la conférence. Si vous avez des questions sur le pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise ou sur la gestion de vos salariés, ou tout simplement si vous voulez des informations concernant notre offre juridique à destination des entreprises et comités d'entreprise, vous pouvez appeler le 01 75 75 36 00 ou contacter votre interlocuteur dédié qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne journée, au revoir.